Previously on La vie de Masuyuki. Écoute, je suis désolé pour ce qui s'est passé avec Adolphe, c'était un brave type. C'est dans un lieu sacré. S'il te plaît, Dieu, aide-moi. Tu es là pour la relique. Tu dois être le Masuyuki. Tu fais tout ça pour corrompre ton âme. Facile, une table de blackjack, de la coque et des putes. Désolé pour le messager, il t'aime pas trop, je crois. Mais je sais où est ton prochain film. Et son titre c'est... Réveille-toi. Réveille-toi. Casse-toi, putain. Je suis là. Putain, mais ferme ta gueule! Hey mec, je sais pas ce que tu branles, faut que tu me racontes. J'ai du nouveau pour Watt. Hey, t'abandonnes déjà, gros PD? On sait que c'est toi. Un an de plus. Libre. Et elle. T'y penses déjà plus? Putain, mais niquez vos races! Hey, ça va? Quoi? Ça va? Ouais. Tu veux de la bière? C'est bien, poteau. Elle a de goût de pisse, ta bière. Et tu sais, c'est pas grave de parler tout seul. Ça m'arrive à moi aussi, tu sais. J'ai pas de problème de conscience. Pourtant, t'acceptes la bière d'un mec comme moi? Mais je sais pas pourquoi. Tu veux vraiment savoir? Ok. Je suis en mission pour sauver le monde. Je dois mater 11 films de merde, affronter mon destin, voir les gens que j'aime mourir. Et tout ça pourquoi? Pour sauver ce monde de merde complètement corrompu jusqu'à la moelle. Oh! C'est pas banal, ça. Mais moi, je sais toujours pas pourquoi t'es là aujourd'hui. Besoin de faire une pause loin de toute cette merde. Même cet enculé de Jean-Eudes n'arrive pas à faire la putain de différence. Ouais, mais si ta quête est si importante que ça, pourquoi t'abandonnes? Ah, au fait, j'ai oublié de te dire un truc. On sait que c'est toi. Où est-elle? Quoi? Quoi? Oh, enfin, tu décroches. Abrège, Dieu. Ok, voilà. J'ai trouvé celui qui a ton prochain film. Je t'envoie sa photo à l'instant sur ton téléphone. Ouais, si, mais là je suis sur un truc, gros, il faut que j'y aille. Ouais, mais attends, Allez, bon. Alors, on est réveillé, mon pote? Ouais. Alors comme ça, j'ai cru comprendre que notre rencontre n'était pas vraiment un hasard. À ce qui paraît, ouais. Dis-moi ce que tu sais. Ok. Mais seulement si tu me suces avant. Écoute mec, j'ai pas envie de me prendre la tête avec toi. Mais si tu veux jouer au con, t'as un excellent client devant toi. Ta mère aussi avait de bons clients. Ok. Toujours pas prêt de parler?
Dis-moi où est ce putain... Ça te plaît de faire ça. Ça t'excite de frapper les gens? Réveille-toi. J'adore les trains. Réveille-toi. Hey, désolé pour le retard. Non, je déconne. Aujourd'hui, on va parler d'Ultraviolet. Alors, c'est un film sorti en 2006 de Kurt Wimmer et avec Mila Jovovich. 2006, l'année de The Prestige avec Monsieur Nolan, de Casino Royale, de 300, de Underworld Evolution. Et plein d'autres films. Donc Kurt Wimmer, c'est le scénariste qui a fait Total Recall et Salt. Encore une fois un brave type. Il est aussi surtout connu, et c'est là que ça va nous intéresser, pour avoir fait Equilibrium avec Christian Bale et Sean Bean. Pourquoi ça va nous intéresser? Parce qu'Ultraviolet en fait c'est l'Equilibrium autiste, mais on y reviendra plus tard. On commence donc le film avec un générique qui est d'ailleurs la meilleure partie du film. Alors on voit une succession de couvertures de comics avec une seule héroïne badass qui frappe du méchant. En gros le film commence bien, ça donne envie. Ensuite, on a une Violette qui se présente et qui dit une phrase trop deep sa mère. Et là, il y a le film qui te dit direct « Hey, t'as kiffé mon intro super cool ?» Et bah pour la 3D, on s'est vraiment pas fait chier. On comprend pas trop ce qui se passe. Il y a des boules de paintball qui volent et arrivent dans un immeuble et se transforment en super ninja. On les voit avancer dans un guet-apens et ils sont tous butés. Alors, laissez-moi vous expliquer un de mes premiers problèmes avec le film. Je sais pas ce qu'a fait le mec qui s'occupait de l'étalonnage, mais tous les visages ont une sorte de flou et c'est vraiment super perturbant. Soit il y a eu une épidémie de boutons sur le tournage, soit leur âme est clairement aspiré dans l'au-delà. On comprend ensuite un peu l'intrigue du film. Violette nous explique qu'il y a une histoire de sang contaminé et qu'il faut défoncer celui qui est exposé. En gros, le monde se transforme en 4ème Reich où les gens infectés ont des brassards rouges et doivent aller dans leur camp. Et Violette nous raconte un peu sa vie, mais ça on s'en bat les couilles. Elle nous dit que son mari est mort et qu'elle a perdu son bébé in vitro. Une super belle vie en soi. Elle nous dit aussi qu'elle a fait partie des rebelles et qu'ils doivent se battre avec un punk au piercing gonnet. C'est pas vraiment un piercing MDR. Et on voit direct que c'est le méchant du film. Enfin, le méchant... Ils essayent de monter une intrigue où les gentils sont pas vraiment des gentils ou où les méchants sont pas vraiment des méchants. Mais quand on filme un univers digne d'Action Man, c'est un peu tendu de faire un truc crédible. Et on nous introduit Violette qui arrive en moto devant un bâtiment en forme de symbole nucléaire. Ouais. On observe que Violette peut changer la couleur de ses vêtements, mais on ne sait ni comment ni pourquoi. Et vu qu'on nous le dira pas, on va assumer que c'est une sorte de combinaison caméléon. Et puis là, on nous met plein dans la gueule un slow-mo super cool pour introduire Violette. Elle change encore de couleur de cheveux et de fringues, puis elle va tester le sang dans une pièce beaucoup trop blanche. Waouh, cette scène est magnifique, putain. Ensuite, pour une question d'hygiène, le sang va dans le sol pour faire un logo trop cool qui rendrait funky les campagnes de don du sang. Bon, honnêtement, on va pas se mentir. Si on a regardé le film, c'est parce qu'on pensait que c'était une suite spirituelle d'Equilibrium. Ou alors, pour ça. Second point où je suis un peu vénère, c'est le design général des personnages. Sérieusement, regardez ça, c'est quoi ce masque? C'est pour faire de la plongée de bain? Ça fait même pas le tour de ta tête, enculé! Equilibrium avait des costumes un peu spéciaux comme ça, mais ils l'ont camouflé dans un univers sombre et oppressant. Mais là, c'est limite des couleurs psychédéliques et on nous met ce genre de costume? Sérieusement, les gars? On continue donc notre escapade dans le bâtiment qui te rappelle à toutes les pièces que c'est dangereux, soit par des symboles, soit par des couleurs. Putain, l'architecte devait fonctionner au LSD. Donc on apprend que Violette doit prendre une mallette avec une arme super vénère et qu'elle doit pas l'ouvrir. Mais évidemment, ça se passe pas comme prévu. On voit la vraie nana dont Violette a usurpé l'identité se présenter à l'accueil. Donc Violette nous offre une jolie chorégraphie de bagarre où elle casse les armures de verre des ennemis et où elle tue un mec en lui donnant un coup de pied dans le bras. Si ça c'est pas badass. Et là, on la voit activer sa superbe ceinture 3D pour contrôler la gravité. La gravité? Enfin, je crois. Elle fait apparaître des armes dans ses mains et tue encore plein de gens en balançant ses bras un peu dans tous les sens et prend sa moto avec un joli placement de produit. Et là, on a l'honneur de voir la scène la plus démentielle du film. Course-poursuite dans 3D Land, et sauf que Violette change la gravité de sa moto, donc elle peut rouler sur les murs. Visiblement, on a affaire à la crème des Stormtroopers qui rasent Violette avec leur machine gun.
fait une avance rapide où on la voit livrer sa valise dans un immeuble. Alors lui, c'est le gentil méchant. Enfin, il est contre le méchant du début, donc il est gentil, mais il est pas d'accord avec la gentille, donc il est gentil méchant. Mais elle pouvait pas s'empêcher de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur, alors qu'on lui avait dit de pas faire beaucoup trop de fois d'ailleurs. Et on découvre avec étonnement que c'est une incrustation d'enfant dégueulasse. Waouh. Bon, plus sérieusement, elle arrive pour livrer la valise, mais elle dit « Oh non, ne le tuez pas, c'est un enfant, il est trop mignon !» Mais MDR, Violette est pas bête. En fait, elle avait placé un hologramme dans la valise et elle avait planqué l'enfant plus bas. Comme ça, ils ont pas pu le tuer. Ensuite, elle essaye de s'échapper, mais elle doit affronter des Chinois dans une scène ridicule. Oh putain, j'espère qu'elle va pas nous surprendre, sinon on va se faire tirer dessus. Eh merde. En vrai, je comprends pas cette scène. Ils essayent de nous montrer que Violette a un sens aigu des choses qui l'entourent, mais c'est traduit par un gros plan dans une oreille ou sur un doigt. Bref, elle se met à parler chinois et elle se fait braquer par une bonne dizaine d'entre eux. Mais évidemment, vu que Violette, c'est une super cool nana, elle fait des pirouettes et ils s'entretuent tous. Une fois le massacre terminé, il y a le gamin qui comprend qu'il joue dans un film de merde, alors il essaye de se suicider en jetant du toit. Mais Violette le prend par les sentiments. What are you doing up there, huh? It's a nice view, huh? Here, give me your hand. Mais en vrai, elle le chope et elle engueule. Oh, une vraie mère poule, cette Violette. Elle se fait donc pourchasser par les deux groupes rivaux et le grand méchant qui arrive pour lui dire qu'il veut le gamin parce qu'en fait, c'est son fils. Elle prend donc le métro en tirant de partout, mais les gens ne paniquent pas, ils jouent juste mal. Donc on voit Violette engueuler encore le gamin et lui dire qu'elle se sert de lui pour vivre et qu'elle le tuera s'il faillit à sa mission. On comprend ensuite que les rebelles, c'est des vampires. Ah, c'est pour ça, Violette rencontre ensuite son ami super bien fringué qui est joué par William Fichtner. Petit aparté sur les vampires qui se battent avec le grand méchant et on retourne sur Violette qui nous raconte sa vie avec le gamin en regardant un feu d'artifice. Je vous raconterai bien mais je m'en bats la race. D'ailleurs tout le monde s'en bat la race. Si on faisait un sondage dans la rue où on demanderait aux gens si on avait quelque chose à branler, on n'aurait aucune réponse parce que les gens s'en battent les couilles. On enchaîne sur Violette qui discute encore mais avec William Fichtner et qui a un super style et qui galère à fermer sa bouche avec ses prothèses dentaires. Blablabla, elle se rend compte qu'elle aime bien le gamin mais qu'il est humain alors c'est pas cool. Elle l'emmène dans le métro pour l'abandonner mais en fait non parce qu'elle l'aime bien, enfin je crois, j'arrive pas à comprendre. Il se fait enlever par des vampires qui l'emmènent dans un cimetière pour le tuer parce qu'ils sont beaucoup trop cool pour faire sans mise en scène. Violette se bat en tirant les cheveux de deux mecs, ok. On arrive ensuite dans le cœur de l'église avec un puits au milieu où l'enfant va tomber. Le gamin jette sa chaussure dans le puits pour lui montrer combien de temps elle met pour tomber. Évidemment, ce serait trop compliqué d'intégrer la variable qu'on peut obtenir dans la vitesse de chute en fonction de la masse, parce qu'une chaussure c'est pas aussi lourd qu'un corps humain, même enfant. Waouh! Qu'est-ce qui m'arrive? Je raconte des trucs intelligents maintenant? Elle se bat contre les vampires et chronomètre le temps de chute pour attraper le gamin in extremis. Elle cale la meilleure réplique à une attaque buccale. Le gentil méchant meurt ainsi que toute sa petite tribu. Elle remonte Six du puits. Ah oui, Six. Six c'est le prénom du gamin en fait. Je vous l'avais pas dit parce que je m'en... Enfin, vous savez. Donc elle l'appelle le grand méchant pour avoir des explications, il est visiblement au chiottes quand elle l'appelle, et il nous fait un joli gros plan sur son visage. Elle lui dit qu'elle va tuer ses 700 soldats au KLM, et après avoir accroché, elle va donc le faire. Donc on a l'arrivée de la super voiture 3D de Violette qui arrive au repère du grand méchant, et il lui dit son plan machiavélique comme un bon gros méchant en disant qu'il va vaporiser le sang du gamin pour tuer tout le monde sauf lui et ses hommes grâce à un antidote. Les soldats sont vénères et ils tirent en pleine gueule de Violette. Mais évidemment, c'était juste un hologramme. Et là, j'ai pas trop compris ce qui se passait. En fait, le gamin, il dit à Violette « Y'en a trop, vie. Il y en a vraiment trop. » Et bam, ça nous coupe sur une scène où Six et Violette jouent dans un parc et sont super contents en slow motion. Et puis sans nous prévenir, Six tombe et meurt devant les soldats qui sont venus le récupérer. Honnêtement, je sais pas s'ils ont coupé toute une scène du film où ils nous expliquaient ce qui se passait, mais non, visiblement c'est juste que le réal s'en bat les couilles et avait une échéance. Donc le gamin meurt et Violette se fait tirer dessus dans le ventre par le méchant. Et ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure. Le développement des personnages est tellement à chier qu'on a aucune empathie pour eux. On en a rien à secouer de ce qui leur arrive. Mais bon, son pote William est là pour la réanimer, même si je pensais pas que les vampires pouvaient mourir comme ça, mais visiblement réécrire les mythes classiques c'est d'usage. Un flashback nous montre que Violette a fait couler une larme dans la bouche du gamin, ce qui est censé nous faire réaliser un truc mais j'ai pas trop compris quoi. Elle se bouge le yonf après un petit passage suicidaire et on arrive dans un bâtiment en forme de croix. Décidément les architectes et les scénaristes ont été vachement inspirés pour ce film. William essaye de la dissuader d'y aller, mais elle lui montre gentiment qu'elle s'en bat les couilles et qu'elle va y aller quand même pour sauver Six. Elle démonte donc tous les gardes sans problème avec un sabre qui ne coupe visiblement pas, et on a même le droit à un joli plan de son derrière. Elle casse encore du méchant, un peu plus de méchant, carrément plus de méchant hors plan, et elle arrive enfin au boss final. Il tente de la tuer avec un super pistolet, mais elle lui jette du sang dessus pour qu'il marche plus. Ouais. Ok. Ils se battent à l'épée, mais vu que c'est un méchant, il rend la pièce complètement sombre et il lui explique que lui aussi c'est un vampire en fait.
Elle met donc son épée en feu pour qu'on y voit quelque chose et elle brûle la gueule du méchant et le coupe en deux. On termine le film avec une scène mignonne sur le toit du bâtiment avec la ville en arrière-plan et on nous explique comment elle a sauvé le gamin avec sa larme. Et Violette nous fait un petit discours et puis c'est enfin fini. Eh merde, qu'est-ce que c'était dégueulasse putain. Si vous voulez, notre ami Kurt Wimmer qui réalise le film nous avait pondu en 2002 un film plutôt pas mal qui s'appelle Equilibrium. Bon, c'est pas le meilleur film du monde mais il fait son taf, la trame narrative est un peu poussive mais reste cohérente et intéressante. Les scènes d'action sont bien rythmées et la photographie est excellente. Et en voyant qu'il allait sortir un film dans le même genre, on se disait que ça pouvait être que bien. Mais ce n'était pas sans compter Matrix 2. Pourquoi Matrix 2 ? Parce qu'on a affaire à l'effet Matrix. C'est-à-dire qu'on va voir un film qui nous impressionne par des techniques nouvelles ou est plutôt cool. On kiffe le film et on se dit qu'il faut carrément une suite. Mais une fois la suite ou la pseudo-suite sortie, on est face à une merde sans nom. Bon, là je parle que d'Ultraviolet. Je veux pas m'avancer sur Matrix Reloaded parce que ça reste un film convenable, même si c'est pas l'avis de tout le monde. Mais là pour Ultraviolet, on a affaire à un gros navet comme ils savent bien les faire. Et je sais même pas par où commencer. Entre les costumes qui sont vraiment à chier, les effets 3D à faire vomir Jurassic Park, les acteurs de haut niveau avec toujours du flou sur la gueule et l'intrigue complètement à chier, on a matière à détester le film. Bon après je vais pas être un gros con non plus, le générique est pas mal et les décors quand c'est pas de la 3D sont pas dégueux. Mais c'est un film dit d'action et thriller. Même si on nous sert des bagarres tout le long du film, on est face à une Mila Jovovich complètement pétée qui détruit la gueule de tous les ennemis sur son passage. Son personnage est d'ailleurs un peu comme celui d'Electra. On n'arrive pas bien à discerner si elle a un bon fond ou si elle veut juste survivre. Le jeu d'acteur de tout le monde est acheté par terre par contre. On est face à un film qui flirte avec le nanar sans y rentrer. Vous savez, ce genre de film trop vite pour être intéressant et qui se prend trop au sérieux pour pouvoir en rire. Quand on a regardé le film, on a passé toutes les séances à s'imaginer une bande de gamins qui racontaient des histoires en jouant. L'intrigue est trop cliché pour qu'on s'y intéresse, les personnages trop creux pour s'y attacher et l'action trop bordélite pour s'y intéresser. Honnêtement, je comprends pas les choix de Wimmer. Il voulait faire quoi avec cet effet de flou dégueulasse sur le visage? Ou en enlevant le sang des combats pour pas être trop violent, alors qu'à certains moments du film, la violence est plus que présente. Et c'est vraiment dommage parce que le film avait du potentiel et de bonnes idées. Le jeu de couleurs aurait pu être plus travaillé s'il avait un certain sens quand Mila en change. La ceinture anti-gravité qui était présente pendant les 10 premières minutes du film, mais qu'on ne verra plus jamais, était une bonne idée, mais qui a été très mal exploitée. Les personnages ne sont pas attachants, stéréotypés comme pas permis, et surtout, vraiment surtout, ça, c'est pas possible. En voilà un de plus. Un film de plus à ajouter à la grande collection de la faucheuse. J'ai beau me triturer le cigare, je comprends toujours pas pourquoi j'ai été choisi pour aller au bout de cette farce. Je marchais seul, sans connaître mon chemin vers le chaos. Nuit après nuit, je sens la fatalité me rattraper, comme une ceinture trop usée sur un pantalon trop vieux. Et le peu de choses que je pensais contrôler m'échappent. Le passé fait ce que nous sommes, et je crois que le mien a décidé de s'inviter dans le bal des horreurs dont je suis le gardien à présent. Sont quand même jolies ces lumières. Putain, attends, c'est ma voix ça? Hey, c'est pas mal ça. Oh oh oh, je suis un gros méchant. Ah ah ah, you shall not pass. C'est bon? T'as assez joué tête de nœud, on peut terminer? Ouais, bon, ça va, désolé. J'en étais où moi? Ouais, je suis triste, balle des horreurs, blablabla. Ah ouais, voilà. Il est temps pour moi de me faire une raison. Je joue à un jeu dangereux perdu d'avance. Putain, j'irais bien en Somalie cette année. Hé enculé, tu vas où là? There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken heart
suis chaud patate.